Me voici à Cimiez, sur les hauteurs de Nice. Et c'est ici que les Romains ont fondé Cemenelum, la capitale romaine des Alpes-Maritimes, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Une cité stratégique perchée sur un promontoire au croisement des grandes voies romaines, dotée d'un forum, d'arènes et de tout un vaste ensemble de thermes dont vous apercevez tout autour de moi les vestiges. Je vous propose de découvrir ce site aujourd'hui avec moi. Venez, suivez mes pas. Mais comment est née cette ville antique? Alors Cemenelum a été fondée par l'empereur Auguste à l'issue de sa conquête de l'arc alpin. Moi, ce que je comprends pas très bien, c'est pourquoi ils ont décidé d'installer leur capitale ici, sur une colline, en fait, en hauteur, loin de la mer. Il faut comprendre qu'au départ, ce site, c'est l'oppidum du peuple celto-ligure Vedianti, qui était allié avec les Romains. Donc c'est une zone stratégique en hauteur, défensive, qui en plus va être au croisement et de l'Italie, et de la Gaule, et du débouché des Alpes, et qui en plus va être à partir de ce moment-là sur l'itinéraire de la fameuse voie romaine, la Via Julia Augusta. Mais à quoi ressemblait la ville à son apogée? Il faut imaginer ça quand même, parce que là on voit que des vestiges, c'est un petit peu dur de se projeter. Donc, il faut vraiment imaginer une ville typiquement romaine, hein, bien organisée, avec des rues d'allées qui se croisent comme ça à angle droit, des égouts qui passent par en dessous, le tout alimenté vraiment donc par le système des aqueducs, un forum que malheureusement nous n'avons pas encore retrouvé. On est vraiment sur le site des thermes, donc c'est un site aujourd'hui qu'on a autour de nous qui fait environ 2,5 hectares, mais il faut imaginer que les 90% de la ville n'a pas encore été retrouvé, se trouve autour de nous, hein, sous le quartier de Cimiez actuel, et on peut imaginer donc plusieurs milliers d'habitants hein, qui vivaient ici, 4000, même si ça reste très hypothétique comme chiffre exact. Mais comment s'est manifestée la romanisation ici? Alors d'abord, le latin s'impose comme la langue officielle de la cité, les cultes romains s'ajoutent aux cultes autochtones, et puis on a ce développement urbain autour de nous, donc avec ces rues d'allées, ces nouvelles constructions, etc. Il faut imaginer que Cemenelum se développe au moins jusqu'au IIIe siècle, où là, pour une raison qu'on ignore encore, la capitale des Alpes-Maritimes est déplacée à Embrun, donc on a un déclin de Cemenelum, mais il faut quand même imaginer un petit sursaut au 5e siècle, au moment de la christianisation, lorsque notamment une partie des thermes est transformée en ensemble religieux paléo-chrétien. Je suis entourée par un ensemble très vaste de thermes, mais comment ils s'organisaient et comment ils fonctionnaient surtout? Et bien sur le site, on a retrouvé 3 ensembles de thermes, donc derrière au nord, ici à l'est et là-bas à l'ouest, hein, donc ils étaient à peu près organisés tous les 3 de la même façon. Ils étaient alimentés, comme le reste de la ville, par 2 aqueducs, donc l'un dit de Falicon et l'autre dit de Mouraille. Et puis dans chacun de ces thermes, on avait des alignements de salles de bain, donc là en l'occurrence bain froid, bain tiède et bain chaud. Et là, je vois qu'il y a tout un ensemble de petites colonnettes. J'imagine que ça devait supporter quelque chose. Quoi exactement? Et bien justement, ce sont les pilettes, ce sont ces petites colonnes de briques qui supportaient le sol. Et sous le sol, donc entre ces pilettes, on avait l'air chaud, ce système de chauffage d'hypocauste, hein, comme on dit, qui était alimenté par des foyers qui se trouvaient à l'arrière des salles de bain, qui étaient alimentés par du bois, et donc qui transféraient l'air chaud sous les salles de bain. Mais comment l'air chaud romain était évacué? Alors justement, on aperçoit des tubuli, ce qu'on appelle des tubuli qui sont là-bas au fond, hein, qui sont des conduits en terre cuite qui étaient dans les murs et qui permettaient de faire remonter les fumées et la chaleur comme des cheminées jusqu'au plafond. Et quelle était la différence d'un terme à un autre en fait? Est-ce qu'il y en avait des plus luxueux, des plus modestes, des plus grands, des plus petits? Alors ça c'est la question. A priori les thermes du Nord étaient les plus grands, les plus luxueux. On s'est posé la question pourquoi 3 thermes côte à côte? Est-ce qu'il y en a certains qui étaient réservés aux hommes, d'autres qui étaient réservés aux femmes, d'autres qui étaient pour les notables? On n'a pas encore de réponse précise. Hein. Ils ont été construits entre le 1er et le 3e siècle. Donc on peut imaginer aussi qu'avec la population qui s'est développée, il a fallu rajouter tout simplement des établissements, hein, parce que les plus anciens ne suffisaient plus. Les archéologues estiment que les thermes de l'Est pourraient être les plus anciens. A priori, ce sont les moins décorés et ce sont ceux qui ont les formes les plus simples. Là, par exemple, si vous regardez bien, on est dans le frigidarium et là, devant nous, on a le bassin froid et on voit qu'il n'y a pas les arrondis comme on peut retrouver dans les thermes du Nord. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus carré, de beaucoup plus simple. Plus rustique en fait. De plus rustique, absolument, oui. Oh,
Et là, juste en dessous, qu'est-ce que c'est? On ne s'imagine pas, mais ça devait s'encrasser régulièrement, ce système de chauffage avec les cendres qui circulaient entre les pilettes comme ça. Oui. Et donc il fallait bien que quelqu'un de temps en temps nettoie. Donc ça reste hypothétique, mais on imagine que ce passage, où ne pourraient passer que des enfants, permettait à certains esclaves peut-être de passer sous le sol des salles de bain pour nettoyer entre les pilettes. Alors les termes, il faut bien savoir qu'il y a une question d'hygiène sans doute, mais aussi un rôle social très important, non? Absolument, c'est au cœur de la société romaine, hein, au-delà du côté de l'hygiène, du bain. C'est un des seuls endroits où finalement on a un brassage, un mélange des différentes catégories sociales. Donc justement, ça peut être un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de politique. Beaucoup de choses se passent sans doute dans les termes à cette époque-là, oui. Romain, le couloir là que vous empruntez, à quoi correspond-il? Eh bien justement, on est en plein au niveau du foyer, du praefurnium. Donc si je me recule un peu, là je me retrouve à l'endroit exact où se trouvaient les esclaves, hein, qui enfournaient le bois comme ça, qui brûlait dans le foyer. Et là où vous vous trouvez, il faut vous imaginer qu'à ce niveau-là, vous avez le sol et la chaleur circulait en dessous entre les pilettes. Alors là, nous entrons dans le frigidarium, autrement dit la salle de bain froide, mais il est étonnamment bien conservé. Et oui, et ça c'est grâce à une ferme qui s'est installée à l'intérieur du mur après l'abandon du site. Et cette ferme a permis de préserver la hauteur du bâtiment, donc de 10 mètres de haut quand même. Hein. Donc il faut vraiment imaginer un véritable palais public, hein, toute la magnificence qu'il pouvait y avoir ici. Donc si vous regardez bien, on a encore des fragments de marbre, hein, donc il faut imaginer des marbres de différentes provenances, d'Italie, des îles grecques, hein, qui recouvraient ici le sol et une partie du mur. Il faut également imaginer des enduits, donc là, même s'ils ont perdu leur couleur, il faut imaginer que c'était des enduits peints, hein, des multicolores qui se trouvaient sur les murs. Et puis dans ces niches qu'on peut voir ici, on peut imaginer des statues, alors soit des statues de divinité, soit des statues de membres de la famille impériale, comme Antonia Minor, hein, dont on a retrouvé les fragments juste derrière. Ce que vous avez ici derrière, c'est un bassin froid. Ah, c'est là où on se baignait. C'est là où on se baignait, on a les marches, hein, qu'on voit derrière qui permettent de descendre. Le bassin froid est grand, mais relativement petit par rapport au reste du frigidarium. En fait, qu'est-ce qui se passait ici? C'était un lieu d'échange? Et oui, en fait, alors c'est à la fois, comme le reste des termes, un lieu où les gens se croisent, discutent, échangent, et puis c'est un peu le hall aussi de l'ensemble des salles de bain, parce qu'après on va avoir les salles chaudes à côté, donc c'est un peu que là qu'on rentre, qu'on sort, etc. Donc il fallait effectivement avoir une salle assez imposante, et le tout était éclairé donc derrière nous ici. Parfois imagine des grandes fenêtres vitrées qui étaient orientées plein sud pour pouvoir justement laisser pénétrer la lumière du soleil, notamment l'après-midi. Romain, ouvre les vannes, ou la fontaine là, je sais pas. Ça marchait comment? C'est des tuyaux qui arrivaient directement du château d'eau, qui était alimenté lui-même par l'aqueduc. Donc on avait des tuyaux secondaires qui arrivaient jusqu'au terme, et puis il y avait des robinets qu'on pouvait ouvrir ou fermer, et du coup qui faisaient arriver l'eau dans le bassin. Là on imagine volontiers une grande fontaine, quelque chose qui projette. Ah oui, il faut de l'eau. imaginer des nymphées avec des fontaines, des statues, il faut que ça soit monumental. Ouais. Et est-ce qu'on avait à peu près l'équivalent d'une thalassothérapie, c'est-à-dire qu'on mettait peut-être de l'eau de mer? Est-ce qu'on mettait des systèmes de balnéo, donc de bulles, de bains bouillonnants? Non, ça va pas jusque-là. On a des canalisations d'eau douce qui, l'eau est amenée par les aqueducs dans la ville jusqu'à un château d'eau qui ensuite répartit l'eau avec des canalisations secondaires dans les différents bâtiments. Là où on se trouve ici, elle devait être à température ambiante, donc l'hiver, ça devait piquer un peu. Et puis par contre, elle était chauffée dans les autres salles. Voilà, qui m'intéresse. Je commence à avoir un peu froid. Il va falloir que je me réchauffe dans les salles de bain chaudes qui sont juste à la côté, gauche. Oui. Ouais. Alors, expliquez-moi un petit peu comment ça se passait. Il y a tout un circuit à faire. Pour pas qu'il y ait de choc de température, on passe du froid au tiède. On a le tépidarium ici, qui est vraiment une salle de transition. À l'arrière, il faut imaginer une petite salle en forme de rotonde, qui est le laconicum, qui est comme un sauna en fait, une espèce d'étuve sèche où on va rentrer pour transpirer un maximum. Et puis une fois qu'on est resté quelques minutes à transpirer dans le laconicum, on va en ressortir et passer dans les caldaria, qui sont les salles chaudes qui sont au fond, où on va se décrasser, littéralement, et se rincer dans de l'eau chaude avant de revenir ici se rafraîchir dans le frigidarium. Tout autour des thermes, nous avons un ensemble de bâtiments annexes, des bâtiments qui sont vraiment dédiés au bien-être.
Et oui, les thermes ne sont pas que des salles de bain, on est vraiment sur des bâtiments de loisirs, de bien-être effectivement. Donc là par exemple, nous sommes en train de marcher sur le sol de la palestre, c'est-à-dire du gymnase, où les Romains venaient faire leur sport, s'entretenir, des jeux de balles, de la musculation. Mais on imagine que dans ces bâtiments annexes, on peut y retrouver évidemment le vestiaire pour se changer, aussi un salon de massage ou pourquoi pas des endroits pour se restaurer, boire un coup, etc. Alors c'est là les vestiges du sol qui sont très impressionnants, en forme d'épi. En opus piccatum, oui, c'est un type de décor caractéristique pour les zones de circulation qui ne sont pas les salles de bain. Il y a encore des très jolis restes d'enduit peint là-bas. Ça c'est d'origine, ça fait partie des décors, donc il ne faut jamais imaginer des murs unis. Donc comme on disait, c'est toujours polychrome ou avec des frises ou des lignes ou des décors, comme on voit encore quelques détails ici. On a un vaste bassin, à quoi correspond-il lui? Alors là, il faut imaginer une piscine, ce qu'on appelle la natatio, entourée justement de colonnes à ciel ouvert, qui n'est pas un bain, mais une piscine, comme au sens où on l'entend aujourd'hui, donc pour descendre, se rafraîchir, se baigner, mais en tout cas on ne se lavait pas dedans. On m'a dit que dans les années 60, quand en dégageant les vestiges, les archéologues ont voulu faire un peu de ce qu'on appellerait de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire qu'ils ont voulu retrouver les sensations antiques et ils auraient rempli ce bassin pour se baigner comme à l'époque. Ah, et puis juste là-bas, je crois que nous avons les commodités. C'est la première salle quand on rentre à droite dans les thermes, c'est ce qu'on appelle les latrines, donc ce sont les toilettes publiques évidemment, avec, on voit ici au fond un morceau d'une banquette, chaque trou correspondant à une place. Et donc on faisait nos petites affaires en s'asseyant ici, jusque là je veux bien comprendre, sauf que là vous êtes par exemple juste à côté de moi, donc c'était là encore un lieu de convivial où on échangeait. C'est un lieu de rencontre, c'est très convivial, on peut échanger sur plusieurs choses, sur la politique, sur le commerce, pour plein de choses, voilà. Et donc là on n'est que deux, mais il faut imaginer que les bancs comme ça faisaient tout le long des deux côtés de la pièce et que quand c'était plein, il y avait comme ça des rangées de personnes assises. Je vais vous laisser tranquille. Nous voici à présent dans les quartiers sud, le quartier sud. Et alors là, il n'est plus du tout question de thermes. Ben non, là on laisse les thermes derrière nous et puis on arrive dans ce que les archéologues appellent le quartier sud, où on a des éléments d'activité artisanale. Donc si vous regardez juste en dessous, on a retrouvé les restes d'un four à chaud. Alors ce four à chaud, il a été utilisé sans doute uniquement de manière ponctuelle. Il daterait du IIIe siècle, donc il a sans doute participé à la construction des thermes de l'Ouest qui se trouvent derrière nous. Et puis un peu plus loin, on a retrouvé également les restes d'un four de bronzier qui serait encore plus ancien, qui serait sans doute du 1er siècle et qui lui aurait peut-être participé à la construction des éléments en bronze des thermes de l'Est. Et alors par là-bas, un peu plus loin? Alors par là-bas, c'est sans doute l'un des axes principaux de la cité de Kemenelum. On voit ce qui circulait en dessous, à savoir les égouts. Donc toutes les eaux usées, les eaux de pluie, etc. qui étaient évacuées de la ville, passaient comme ça sous les rues, sous les pavés. Et donc là, on est sur une magnifique rue pavée. Par rapport à sa largeur, on imagine même que ça pourrait être le Decumanus Maximus, c'est-à-dire l'une des deux voies principales de la ville. En l'occurrence, celle-ci est orientée est-ouest et qui menait directement vers le Forum. Mais alors, non, toutes les routes mènent à Rome, Romain. Enfin. C'était une étape évidemment avant Rome. Alors là, il faut vraiment imaginer une rue très animée, très commerçante. D'ailleurs, vous voyez ici sur le côté des restes de boutiques. On voit deux entrées, donc des petites boutiques. Alors on ne sait pas exactement ce qu'elles vendaient, ça a pu changer. Mais en tout cas, on imagine un quartier commerçant, un centre-ville très animé ici. Et nous voici dans les thermes de l'Ouest. Enfin, nous étions, quand nous étions encore au IIIe siècle après Jésus-Christ, dans des thermes. Mais après, ça va changer. C'est ça, donc les thermes de l'Ouest, il faut vous imaginer les thermes du Nord en plus petits, mais c'est exactement la même organisation, qui ont été construits au IIIe siècle et qui vont être complètement transformés au Ve siècle. Parce que si on sait qu'il y avait des chrétiens dès le IIIe siècle, mais des communautés secrètes ou quoi, on sait que la ville se christianise au Ve siècle. Et forcément, on va avoir besoin de lieux de culte. Et donc, les habitants de la ville vont transformer les thermes de l'Ouest en ensemble religieux paléo-chrétiens. Donc là, par exemple, on se trouve exactement à l'emplacement des anciennes salles chaudes, des caldaria. Oui. Donc il faut vous imaginer, comme tout à l'heure, des salles qui étaient séparées par des cloisons. Donc on passe des salles chaudes, salles tièdes et tout au fond le frigidarium, la salle froide. Et au 5e siècle, on va faire disparaître ces cloisons pour faire un espace tout en longueur qui va devenir une église. Donc ils vont percer le mur le plus occidental pour faire l'entrée du bâtiment. Ici, là où on se trouve, là où il y avait les salles chaudes, c'était la nef où se trouvaient les fidèles. Et tout au fond, là où on distingue cette pierre creusée qui est en fait le reliquaire et la base de l'autel, en fait ce que vous voyez là-bas, c'est l'ancien frigidarium et ça va devenir le cœur
de l'église. Et alors là, ces voûtes, ces arcs, à quoi correspondent-ils? Alors c'était les voûtes qui correspondaient à l'origine au foyer, hein, comme on l'a vu, où on faisait brûler du bois pour faire circuler la chaleur sous le sol. Et à l'emplacement de ces foyers, eh bien, les chrétiens vont complètement changer également l'utilité du lieu, vont construire un nouveau bâtiment dont on a repris la forme ici pour la couverture. Et ce nouveau bâtiment va être un baptistère, donc essentiellement consacré au baptême. Donc il faut vous imaginer les colonnes qui se trouvent autour de nous, qui soutenaient le dé au-dessus de nos têtes. Et au centre de ces colonnes, eh bien, on la voit, on distingue cette cuve octogonale, hein, avec ces marches qui descendent, parce qu'à l'époque, pour se faire baptiser, il faut s'immerger complètement dans l'eau. Hein, donc on reçoit le baptême justement en descendant dans cette cuve. Je rentre à présent dans les arènes, prête à combattre en vrai gladiateur. Tremble! À terre! Voilà, stop. Alors déjà il fait ultra chaud, ensuite c'est ultra lourd, mais c'est être gladiateur, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier, hein, c'est pas des esclaves qu'on envoie comme ça pour se faire tuer dans l'amphithéâtre comme on peut imaginer, comme on peut imaginer dans les films. Hein. C'est vraiment un métier, des sportifs professionnels qui sont formés, il y a des règles, il y a vraiment une organisation avec des paires de types de gladiateurs. Donc là par exemple vous portez un casque de sécutor, donc c'est des gladiateurs très protégés qui ne combattaient que les rétières, donc ces fameux gladiateurs avec les tridents et les filets, donc tout est très organisé. Et puis il faut savoir aussi que les combats duraient pas longtemps. On est entre 3 et 5 minutes, donc vous n'avez pas besoin de porter ce casque 3 heures aussi, comme on peut l'imaginer dans les péplums. Il y a beaucoup d'idées préconçues, même cette histoire de la vie, le pouce. Ah oui. Donc ça, je suis désolé, mais il faut oublier aussi. Hein, ça commence au 19e siècle, c'est repris par Hollywood, mais ça n'existait pas. Et là, le bouclier est aussi extrêmement lourd. Le bouclier, la manica qui protège... Alors, la manica, c'est quoi? C'est pour ça protège le bras, en fait, tout simplement. Le bras qui dépasse du bouclier, qui n'est pas protégé derrière le bouclier. Et puis là, si on avait la tenue complète, par exemple, un sécutor porterait également un protège tibia côté gauche que je n'ai pas. Donc mais c'est vrai que le sécutor, c'est un gladiateur lourd. On en a qui portent des équipements plus légers. Elles semblent assez grandes, ces arènes. Alors, on estime la capacité de ces arènes entre 4000 et 5000 spectateurs. Ce qui n'est pas énorme non plus, parce que quand vous regardez par exemple les arènes de Nîmes ou de Arles, on est quand même autour des 20 000 spectateurs. Ouais. Donc on est sur des arènes modestes, mais les arènes restaient quand même exceptionnelles dans une ville romaine. Donc ça conforte bien l'idée que Cemenelum était une ville provinciale d'une relative importance. Et dans l'amphithéâtre, on va avoir, comme on le disait tout à l'heure, des combats de gladiateurs, mais on peut aussi avoir des chasses d'animaux sauvages qui ne se mélangent pas également, une idée préconçue qu'on voit, vous verrez jamais des gladiateurs qui combattent des tigres ou des lions. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Range les tigres, c'est pas la peine de les sortir, il a dit non. Là, on est assis dans les gradins. Oui, et plusieurs niveaux. Donc là, on est à peu près au milieu. Et puis, en fonction de la hauteur où on se positionne, ça montre aussi notre position dans l'échelle sociale. Et donc là, plus on est haut, plus on est riche? Et non, c'est l'inverse. En fait, les personnes les plus importantes et les plus riches étaient en bas, les premiers gradins, au plus proche de l'action, au plus proche du spectacle. Et puis, un peu plus loin là-bas, il devait y avoir la tribune officielle qui tournait le dos à la cité, où il devait y avoir justement les hauts magistrats de la ville, le gouverneur de la province, les invités prestigieux, etc. qui se trouvaient là-bas. Là où on est placé, on est quand même pas trop mal. Hein. Ça va? Oui, ça va. Bon. Je suis rassurée. Saloué! C'est le gouverneur. Faut être sympa avec lui. Effectivement, il faut se placer. Bon, alors Romain, pardonnez-moi, je ne veux pas être désagréable, mais vous n'étiez pas un très très bon gladiator. Donc, quand on était au 1er siècle, après Jésus-Christ, quelle était votre fonction? Je peux essayer de faire légionnaire, je peux essayer de faire cuisinier aussi, pourquoi pas? Parce que justement, avec un collègue, on est parti là pour proposer des recettes comme à l'époque, qui viennent directement du célèbre traité d'Apicius, des recettes romaines d'époque, qui reprennent les saveurs et les aliments qui étaient consommés. Je pourrais vous parler de l'apotermum, vu qu'on parlait des termes, donc l'apotermum qui veut dire littéralement après les bains, qui est une espèce de petite friandise. Il y a de la semoule, il y a de la poudre d'amande, il y a des raisins secs, il y a du garum, donc c'est une espèce de gnocchmam que les Romains mettaient un peu dans toutes les recettes. Ça donne des saveurs assez particulières, c'est assez intéressant. Mais c'est bon? C'est pas mauvais, on goûte tout ce qu'on fait, je précise, et on fait partager aux collègues. Et il est encore vivant. Et on est encore vivant, et c'est très bon, et c'est très intéressant, et c'est avec des produits que tout le monde peut trouver et faire chez soi. Bon, allez en cuisine, moi je vais visiter le musée, venez.
changement de tenue pour être plus adapté à notre époque et pouvoir visiter le musée du site archéologique. Hop là, suivez-moi, suivez mes pas. Et dans ce musée, croyez-moi, il y a des trésors merveilleux comme cette statue. Qui représente-t-elle? Eh bien, c'est la statue d'Antonia Minor que l'on a retrouvée dans le Frigidarium des Thermes du Nord en 1957. Et elle symbolise vraiment l'importance de la famille impériale dans l'espace public et aussi l'importance de la politique et de la famille dans la propagande impériale. Juste ici, à côté, on a un visage, une statue. Est-ce que ce visage a un rapport avec celui-là d'Antonia? Eh bien tout à fait, puisque c'est son fils, c'est l'empereur Claude, effectivement. C'était un monde de couleurs l'Antiquité, et là on voit la polychromie. C'était comme ça réellement? Exactement, en fait on a gardé pendant des années l'image de statues blanches complètes, alors que non, elles étaient toutes peintes, et effectivement il y avait ce type de couleurs qui était très chatoyante, très vive, qui permettait de représenter au mieux la réalité. Alors, il y a une pièce rarissime dans ce musée qui se trouve juste là-bas. Venez, on va le voir de plus près. C'est un animal et il s'agit d'un sanglier. Le voici. Mais pourquoi est-il rarissime? Parce qu'on en a trouvé très peu en France. C'est un sanglier en bronze qui devait être très certainement un porte-enseigne militaire. 602, 603, 604. Je sais le nombre de kilomètres parcourus grâce à l'ancêtre de la borne kilométrique, ce qu'on appelle une borne milliaire. Tout à fait, et celle-ci c'est la borne milliaire d'Auguste qui jalonnait la Via Julia Augusta qui traversait la province des Alpes-Maritimes. Et ces bornes milliaires se retrouvaient le long des voies pour indiquer tous les milles qui correspondaient à 1000 pas d'1,48 m, soit 1 km 480. Autre pièce phare de ce musée, ce faune dansant. Effectivement, ce faune en bronze a été retrouvé dans une propriété au nord du site. C'est un faune hellénistique qui date de l'époque d'Auguste et qui s'inspire de celui qu'on a retrouvé à Pompéi. C'est une créature qui se rapporte au cortège du dieu Dionysos de la fête. Autre grand chef-d'œuvre ici, ce masque, mais qui représente-t-il? Eh bien, c'est le masque de Silène. Il est fait en bronze et il date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il symbolise le monde mythologique de Dionysos qui est en lien avec l'art, avec la fête. Et on l'a retrouvé dans une épave, l'épave de la Fourmigue à Antibes. Et on voit bien qu'il est exceptionnel par sa conservation, puisqu'on l'a retrouvé au fond de l'eau et pourtant il est dans un état exceptionnel. Chaque objet ici exposé évoque une facette de l'époque romaine, alors qu'elle soit mythologique, militaire ou encore politique. Ou funéraire, puisqu'ici nous avons la stèle en forme de porte de tombeau d'Epicadius Velox, un soldat de la cohorte de Ligurie qui était stationné ici à Cemenelum. Et son héritier, lui, a fait ériger cette stèle selon ses prescriptions testamentaires. Les fouilles archéologiques ont débuté ici au 19e siècle. Et en tout, les archéologues ont réuni dans le musée à peu près 60 000 vestiges. Mais est-ce que les fouilles vont se poursuivre ici à Cimiez? Actuellement, le site n'est plus fouillé, mais des zones restent inexplorées et on pourrait imaginer de futures prospections pour découvrir un peu plus de la cité de Cimiez. Et d'ailleurs, les quartiers d'habitation et le parc des Arènes ont un potentiel archéologique exceptionnel qui pourrait nous permettre de reconnaître le reste de la cité qui nous est encore inconnu. Et ce qui nous manque essentiellement, c'est un théâtre par exemple, toutes les habitations. Qu'est-ce qui nous manque comme grand bâtiment monument essentiel dans la vie antique? Eh bien le cœur de la cité, le forum. On retrouvait toute la vie politique, civile, même religieuse avec le temple du forum. On a maintenant la chance exceptionnelle d'avoir accès avec vous, Doriane, aux réserves du musée, réserve archéologique, avec tout ce qui a été trouvé et qui n'est pas exposé à Cimiez. Ah oui, alors là c'est gigantesque, j'imagine qu'il y a des milliers de tessons, des milliers de vestiges encore à découvrir. Exactement, c'est tout ce qu'on a retrouvé sur le site de Cimiez lors des différentes campagnes de fouilles et on voit qu'on a des centaines de tiroirs qui regorgent de vestiges archéologiques qui ont été trouvés sur le site. Comme on peut le voir ici avec ces fragments d'enduit peint. Ce sont des morceaux d'enduit qui étaient accrochés au mur et qui décoraient les villas, qui décoraient les thermes. Dans l'exposition permanente du musée, nous avons un très grand pan de mur d'enduit peint qu'on a réussi à décrocher délicatement et à accrocher au mur du musée. Ou encore
ces fragments de lampes à huile qui ont été découverts un peu partout lors des campagnes de fouilles. Il faut imaginer donc une mèche à l'intérieur. On s'en servait pour s'éclairer. Pour éclairer, pour les rites, et on les remplissait d'huile avec une mèche comme vous l'avez bien expliqué. Si vous souhaitez comme moi découvrir le musée et le site archéologique de Cimiez, sachez qu'ils sont ouverts tous les jours sauf les mardis de 10h à 17h et jusqu'à 18h en été. Prix de l'entrée 7 €, mais c'est gratuit pour les moins de 26 ans et les plus jeunes. Et puis si vous êtes sur le site là, profitez-en parce que regardez, juste derrière moi, il y a le musée Matisse qui conserve l'une des plus grandes collections des œuvres de l'artiste peintre. Et n'hésitez pas également à profiter de cet environnement, le parc des Arènes, pour déambuler au milieu des oliviers centenaires.